Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet où deux mondes qu'on imagine totalement opposés se rencontrent de plein fouet. Oui, c'est un choc des cultures assez fascinant. D'un côté, on a une pratique spirituelle, intellectuelle millénaire, la mémorisation du Coran, et de l'autre, la pointe de la technologie, l'intelligence artificielle. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer une étude du Journal of Science and Technology pour voir comment une IA pourrait devenir une sorte de tuteur personnel pour quelqu'un qui se lance là-dedans. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut vraiment comprendre ce qu'est le hifz, la mémorisation complète. Ce n'est pas juste un exercice de mémoire, hein. C'est plus que ça. Ah oui, beaucoup plus. Historiquement, c'était la méthode même de préservation du texte. Mais au-delà de ça, les études citées dans notre source révèlent des bienfaits assez... Surprenant? C'est-à-dire, On parle d'une corrélation avec de meilleures performances en maths, en sciences, mais aussi d'une amélioration de la santé cérébrale en général, et même d'une baisse de l'anxiété. donc l'enjeu est de taille. Mais ça reste un véritable marathon mental, non? J'imagine que malgré tous ces bienfaits, la tâche est colossale. Colossal, c'est le mot, et l'article met le doigt sur un paradoxe. Lequel? On vit à une époque où l'accès à l'information est ultra simple, mais où notre capacité à nous concentrer sur une seule chose, N'a jamais été aussi difficile. la fameuse guerre de l'attention. Exactement. On veut mémoriser un texte ancien, mais notre téléphone vibre toutes les 3 minutes. L'article parle de fragmentation constante de l'attention. Et ça, c'est le premier grand défi. C'est le premier. Mais il y a aussi des difficultés propres à l'exercice lui-même. Déjà, la masse d'informations. On apprend de nouveaux passages et pendant ce temps, les anciens, ils commencent à s'effacer. C'est l'angoisse de la baignoire qui fuit, en quelque sorte. Je vois très bien. Et j'imagine qu'il y a des pièges plus subtils. L'article en parle. Oui, il pointe du doigt les versets qui se ressemblent beaucoup, les mutashabiyat. Ah oui. Ce sont des passages qui diffèrent parfois d'un seul mot. Pour un apprenant, c'est une source de confusion et de stress énorme. On a donc les distractions de l'extérieur et les pièges du texte lui-même. Mais le papier suggère que la bataille se joue aussi ailleurs. L'étude insiste sur le rôle de l'encouragement, du retour d'un enseignant, du soutien. C'est un long voyage et sans ces moteurs, même les plus motivés peuvent s'épuiser. Et les applications qui existent aujourd'hui ne comblent pas ce vide. Beaucoup d'entre elles sont assez froides, en fait. Elles donnent le texte, peut-être une récitation audio, mais elles n'accompagnent pas vraiment. Le retour personnalisé est quasi inexistant. D'accord, le tableau est clair. Le cerveau est prêt, mais l'environnement est hostile et le soutien peut manquer. La question évidente, c'est comment on se bat contre ça? Avant même de parler d'IA, quelles sont les armes traditionnelles? Alors, pendant des siècles, les gens se sont appuyés sur des méthodes très robustes. La plus importante, c'est la répétition systématique, la muraja. Réviser, réviser, réviser. Voilà. L'idée, c'est de sans cesse revoir ce qui était appris pour le graver dans la mémoire. Et bien sûr, découper le texte en petits morceaux pour ne pas se sentir submergé. Et le papier mentionne une approche plus structurée, la méthode Anifida. Si je comprends bien, c'est une sorte d'approche à 360 degrés. C'est exactement ça. On écoute, on lit, on récite, on écrit, on bombarde le cerveau par tous les canaux possibles, c'est ça? C'est l'idée. C'est une reconnaissance bien avant l'heure que tout le monde n'apprend pas de la même manière. Une tentative de personnalisation qui utilise tous les sens. Et c'est ce principe qui a servi de pont vers les premiers outils technologiques, Précisément. comme les cartes mentales, le mind mapping. Oui, l'étude cite une application, IITQN, qui utilise ça pour ne plus voir les sourates comme une liste de versets, mais comme une arborescence de thèmes. Ça aide à comprendre la logique du texte, j'imagine. Énormément. Et ça facilite la mémorisation. Une étude a même montré que ça améliorait à la fois la vitesse et la précision. Et puis, il y a la fameuse gamification. Les points, les badges. Je suis toujours un peu sceptique avec ça. Ah, On ne risque pas de transformer une quête spirituelle en une sorte de jeu vidéo, que la motivation devienne de gagner des points et non de se connecter au texte? c'est une excellente question. Et c'est un vrai risque si c'est mal fait, bien sûr. Mais l'idée, c'est surtout d'utiliser ces mécanismes pour garder l'élan dans les moments difficiles. Ça peut transformer la révision, qui est parfois rébarbative, en un défi plus stimulant. D'accord. Et quand on combine ça avec une autre technique, la répétition espacée, ça devient très puissant. Ah oui, la répétition espacée, le principe de réviser quelque chose juste avant le moment où on est sur le point de l'oublier.
Exactement. C'est prouvé scientifiquement. Revoir une information à des intervalles de temps croissants, c'est infiniment plus efficace pour l'ancrer dans la mémoire à long terme. D'accord. Donc, on a les défis, les méthodes traditionnelles et ses premiers outils. Mais l'article qu'on analyse, lui, il propose de passer à la vitesse supérieure. Et là, ça devient vraiment fascinant. C'est le cœur de leur proposition, oui. Le concept qu'ils avancent semble presque de la science-fiction. Comment ça marche, concrètement? Alors, ils ont imaginé un cadre d'apprentissage qui s'adapte en temps réel à la personne. La toute première chose que le système fait, c'est de comprendre comment cette personne apprend le mieux. Il fait un diagnostic. En quelque sorte, il utilise un modèle connu, le VARK, visuel, auditif, lecture-écriture ou kinesthésique. Donc, en gros, est-ce que j'apprends mieux avec des schémas, en écoutant, en prenant des notes ou en interagissant avec l'information? Voilà. Et une fois que le style est identifié, il met en place des méthodes sur mesure. C'est intéressant parce que ça suppose que ces styles sont fixes. Mais est-ce que le système peut aussi m'aider à développer mes points faibles? Par exemple, si je suis très auditif, est-ce qu'il peut me pousser à améliorer ma mémoire visuelle? C'est justement là que ça devient dynamique. Au début, le système va jouer sur les points forts de la personne pour bâtir la confiance. Pour un visuel, il proposera des cartes mentales, pour un auditif, des récitations. Mais à terme, l'objectif est bien d'offrir une stratégie mixte. Donc, il s'ajuste. Oui, si le système détecte qu'on stagne, il peut suggérer une autre approche pour renforcer une autre forme de mémoire. Il n'enferme pas dans une case, il trouve le bon outil au bon moment. D'accord, le concept est génial. Mais la vraie magie, si j'ai bien lu, c'est que ce système est piloté par toute une équipe d'IA spécialisée. C'est la meilleure façon de le voir. Ce n'est pas une seule IA, mais une équipe de coachs virtuels. Ok, alors présentez-moi le premier coach. Le premier, c'est le coach de la mémoire. Il utilise un type de réseau de neurones, les LSTM. Sa seule mission, c'est de modéliser ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Attendez, une seconde. Ça veut dire que l'application saurait, avant même que je me rende compte, que je suis sur le point d'oublier, mettons, le verset 15 de la sourate Al-Baqarah, C'est exactement l'idée. et elle me le proposerait en révision. C'est presque de la lecture de pensée. C'est une révision préventive, pas corrective. Le système prédit le moment optimal pour vous faire réviser un passage juste avant qu'il ne disparaisse. C'est une version surpuissante de la répétition espacée. Incroyable. Et qui est le deuxième coach dans cette équipe? C'est le planificateur de programme. Pour ça, ils utilisent des réseaux bayésiens. Il faut l'imaginer comme un tuteur, incroyablement intelligent. C'est-à-dire? Il ne se contente pas de donner le chapitre suivant. Il se souvient que vous avez buté sur un mot similaire il y a 3 semaines. Il sait que certains versets sont plus durs pour vous. Du coup, il propose un nouveau passage qui vous force à retravailler cette faiblesse spécifique. C'est du sur-mesure permanent pour que le défi soit toujours optimal. D'accord. Donc un coach qui m'empêche d'oublier et un autre qui choisit le meilleur exercice pour moi. Mais un des aspects les plus intimidants de la mémorisation du Coran, c'est la récitation parfaite, le tajwid. Et c'est là qu'intervient le troisième coach, Ah. le spécialiste en prononciation. Il utilise une combinaison de réseaux de neurones, les CNN et les RNN, qui sont très forts pour analyser le son. C'est peut-être la partie la plus bluffante. Je récite dans mon téléphone et il me corrige. Précisément, le système écoute votre voix, la compare à celle d'un récitant de référence, et il peut vous dire « Attention, sur ce mot, l'allongement de la voyelle n'est pas correct C'est fou !» ou « Votre point d'articulation pour cette consonne est un peu trop en avant ». C'est comme avoir un maître de tajwid disponible 24/24 avec une patience infinie. C'est fou! On a le coach mémoire, le planificateur, le prof de prononciation. Mais qui dirige toute cette équipe? C'est le rôle du quatrième et dernier coach. Le coach principal, le motivateur. C'est un algorithme d'apprentissage par renforcement, le Q-learning. Son travail, c'est quoi? Son job, c'est d'observer tout ce qui se passe et de prendre les décisions stratégiques. Quand vous proposez un nouveau verset, quand faire une session de révision, quand lancer un petit quiz pour briser la routine. Et il apprend comment me garder motivé. Exactement. En analysant des milliers de sessions, il apprend quelles séquences d'actions maximisent votre engagement et votre rétention. C'est lui qui s'assure que vous ne vous découragez pas. Ma prononciation en temps réel et qui, en plus, gère ma motivation. C'est vertigineux. Ça l'est. L'idée n'est donc pas de remplacer un enseignant humain, j'imagine. Pas du tout. L'article le positionne très clairement comme un tuteur augmenté, un outil qui décharge l'enseignant des tâches les plus répétitives. Faire répéter, vérifier la mémorisation de base.
Voilà, pour que l'enseignant puisse se concentrer sur le sens profond du texte, sur la spiritualité, sur l'accompagnement humain. Le fait est qu'il y a bien plus de gens qui veulent apprendre qu'il n'y a d'enseignants qualifiés. Cet outil pourrait vraiment aider à combler ce fossé. C'est une vision très optimiste. Mais une technologie aussi puissante, aussi personnelle, ça doit bien avoir des limites, des points de vigilance. Absolument. Et Letty est honnête là-dessus. Le premier obstacle est purement matériel. L'accès à la technologie? Oui, il faut un smartphone, une connexion Internet fiable, de la batterie. Ce n'est pas une réalité partout dans le monde. La fracture numérique est un vrai sujet. Et puis, il ne suffit pas de télécharger l'application et d'appuyer sur Play, j'imagine. Effectivement, il y a une courbe d'apprentissage. Tant les élèves que les enseignants devraient être formés pour en tirer le meilleur. Ce n'est pas un outil magique, c'est un instrument complexe. Et il y a autre chose. Oui. Le point le plus important soulevé par les auteurs, c'est la nécessité d'une conception qui soit culturellement et spirituellement sensible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'interface, les exemples choisis, les voix, la manière dont le feedback est formulé, tout doit être conçu dans le respect profond de la tradition. On ne peut pas juste appliquer une logique de productivité à un texte sacré. L'algorithme doit servir la tradition et pas l'inverse. Tout ça me fait réfléchir à une dernière question, peut-être plus philosophique. Je vous écoute. Le but de ce système est de rendre le chemin de la mémorisation plus efficace, moins frustrant. Mais si un algorithme peut optimiser parfaitement ce parcours en éliminant une grande partie de la difficulté, est-ce que ça ne change pas la nature même de l'effort spirituel? C'est la grande question qui reste en suspens. La mémorisation traditionnelle, ce n'est pas juste un stockage d'informations. C'est un processus. C'est un processus, oui. La lutte, la discipline, la frustration qu'on surmonte, la joie d'y arriver après des mois d'efforts. Tout ça fait partie d'une transformation personnelle. Et si la machine rend le chemin trop lisse? Est-ce que la transformation intérieure est toujours aussi profonde? La destination est la même, c'est vrai. Mais si le voyage est entièrement guidé par un GPS, qu'est-ce qu'on apprend au fond sur notre propre sens de l'orientation? La technologie peut nous donner un outil incroyablement puissant, mais elle ne répondra jamais à cette question à notre place.